Un coucher de soleil orange d'une intensité incroyable. Tu es sur le pont d'un paquebot de croisière quelque part dans l'Atlantique. Le soleil se couche lentement, se fondant dans l'eau à l'horizon. À côté, tu peux voir un autre cercle. Il est énorme. Il ressemble plus à une nouvelle planète ou à un deuxième soleil. Mais cette sphère se trouve sur Terre. C'est un ballon. Les humains l'ont gonflé pendant des mois. Et dans quelques semaines, il aura la taille de notre planète. Personne ne sait exactement qui a eu cette idée folle. Probablement quelqu'un de sympa. On est en 2121. Les gens vivent plus longtemps et ont de meilleures vies. Et puis, à un moment donné, ils commencent à inventer des choses bizarres et farfelues et pas seulement des choses utiles. Faisons un lac avec de l'huile brûlante où nous pourrons faire des frites 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ou, et si nous construisions une énorme ville en glace juste pour les pingouins ? Quelqu'un propose de créer une machine capable de placer sa conscience dans un requin ou un poisson rouge, n'importe quelle créature marine, juste pour voir ce que ça fait. Et il y avait même des gars qui voulaient que ce changement devienne permanent. Trop bizarre, non ? Les gens découvrent plein de choses sur l'espace et créent d'incroyables technologies médicales qui changent la vie. Mais parfois, l'humanité veut juste s'amuser. Un jour, un scientifique décide de gonfler un ballon de la taille de notre planète et de le faire éclater, juste pour voir ce qui se passerait. Les gens sont enthousiastes, l'effet serait impressionnant et l'explosion serait démentielle. Ce genre d'idées étranges surgissent tout le temps de nos jours. L'économie, la technologie, l'agriculture, tout s'est tellement développé. Cela signifie qu'il y a beaucoup d'argent à dépenser dans les idées les plus bizarres du moment. Le plus important à présent, c'est de faire des choses amusantes. Et dès que cette idée surgit, les milliardaires du monde entier commencent à y consacrer de l'argent. Qui ne voudrait pas voir son nom associé au projet le plus incroyable de tous les temps ? Alors voilà, un jour, tout ce qu'il y a d'ordinaire, des scientifiques se sont réunis dans un laboratoire souterrain pour parler de matériaux. Pourquoi un laboratoire souterrain ? Parce que c'est génial. Après 10 minutes, il devient évident qu'aucune substance au monde ne peut s'étirer à ce point. Alors, ils décident d'en créer une. Le caoutchouc perpétuel. Ils réfléchissent et en arrivent à la conclusion qu'ils ne peuvent pas juste construire un ballon dégonflé de la taille d'un continent et le gonfler lentement. Ce serait ridicule. Attends, il y a des degrés du ridicule ? Oui, et ça monte très vite. À la place, les scientifiques décident de faire une balle de caoutchouc de la taille d'un 4x4. Puis, pendant une année entière, ils soufflent un fort courant d'air dedans jusqu'à ce qu'elle ait la taille de la Terre. Le caoutchouc perpétuel peut s'étirer à l'infini et ne se déchire jamais. Le caoutchouc réagit à l'oxygène pour se diviser et s'étendre sans se déchirer avant. Car ce serait vraiment nul s'il venait à s'accrocher à un gratte-ciel et à éclater. Le plus intéressant avec le caoutchouc perpétuel, c'est que si tu le frappes avec un crayon, une fourchette ou autre, il ne se déchire pas. Il va en fait envelopper ce que tu enfonces dedans. S'il s'agit de quelque chose de plus grand, comme une voiture ou un bateau, ce sera une sorte de situation d'auto-tamponneuse. Un petit impact, mais rien de grave. Finalement, des mois entiers de travail acharné et 300 milliards de dollars plus tard, les scientifiques dévoilent leur chef-d'œuvre. Et ça ressemble un peu à un rocher de la taille d'une voiture, sauf qu'il est orange pour une raison inconnue, et me demande pas pourquoi. L'expérience commence dans la partie la plus éloignée de l'océan Pacifique, sur une île créée artificiellement. C'est là que ça devient plus ridicule. Oh non, attends, je veux dire intéressant. Pendant que la moitié des scientifiques s'amusent avec du caoutchouc, l'autre moitié est occupée à construire la plus grande turbine du monde. Une turbine assez puissante pour pomper l'air dans le plus grand ballon de tous les temps. La turbine extrait l'oxygène de l'air, le réchauffe et le pousse dans le ballon de caoutchouc. Ça semble assez simple, non ? Pas vraiment. Cette turbine consomme de l'énergie comme moi dans un buffet à volonté le dimanche. Tu sais, le genre avec des côtes de bœuf, des crevettes et des fruits de mer, toutes sortes de pâtes, et un bar à dessert si grand qu'on n'en voit pas la fin. Et, oups, je me suis laissé emporter là. Bref, la turbine. Il faut toute une équipe de générateurs solaires, éoliens et moteurs à vagues pour la faire fonctionner. Le compte à rebours final commence. 10, 9, une centaine de personnes saisissent la balle en caoutchouc de tous les côtés et commencent à l'étirer au-dessus de la bouche de la turbine. 8, 7... Après l'avoir fixé à la turbine, c'est l'heure de l'hélicoptère. 4 énormes hélicoptères s'emparent de la balle en caoutchouc et commencent à l'étirer dans le ciel. 6, 5, 4,
le caoutchouc s'étire magnifiquement. Ce truc pourrait vraiment marcher. 3, 2, 1, lancement. Quelqu'un appuie sur l'interrupteur et la turbine s'allume. Zoom, 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 la turbine prend de la vitesse et commence à pomper l'oxygène directement dans le caoutchouc tendu. Après seulement quelques jours, le ballon est déjà plus grand que l'île elle-même. De loin, elle commence déjà à ressembler à une autre planète ou à un autre soleil. Les photographes deviennent dingues. Chaque jour, la boule devient de plus en plus grosse. Ses bords atteignent les villes côtières les plus proches. Chaque matin, les gens sortent de chez eux et regardent un ballon en caoutchouc orange bloquer une partie du ciel. La turbine pompe de l'oxygène dans le ballon 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et bientôt, il commence à flotter légèrement vers le haut. À côté de l'île, il devient difficile de respirer. Et que va-t-il se passer quand tout notre oxygène sera dans ce ballon géant ? Oups ! Les scientifiques n'ont pas pensé aussi loin. Heureusement, nous sommes en 2121, donc la technologie évolue assez rapidement pour trouver une solution. Les ingénieurs immergent des milliards de tonnes de phytoplancton et d'algues imprimées en 3D dans l'océan Pacifique. Ces organismes sont parmi les principaux fournisseurs d'air pur de la Terre. Ils fabriquent de l'oxygène de la même manière que les arbres et les plantes. À présent, les gens sont habitués à marcher dans les rues en regardant l'interminable ciel de caoutchouc. Au début, tout est amusant et on prend des selfies. Puis, les vols internationaux au-dessus du Pacifique commencent à être annulés ou déroutés. En fait, il est plus rapide d'aller de Pékin à Los Angeles en faisant le tour du monde dans l'autre sens, dans une série de trains souterrains à très grande vitesse. Plus le ballon monte, plus il se gonfle rapidement en raison de la différence entre la pression interne et externe sur le ballon. En gros, la turbine ne consomme plus autant de jus qu'avant. Ce qui est une bonne chose, car c'est l'équipement le plus gourmand en énergie que l'humanité ait jamais construit. Après quelques mois, des satellites qui volent à basse altitude commencent à s'écraser sur le ballon et rebondissent doucement sans être endommagés. Il ne reste plus que quelques jours avant le jour P, le jour où tout le monde pourra assister à la plus grande explosion de tous les temps. Pop! À l'intérieur du ballon, il se passe quelque chose de fou. Les manifestations de vie les plus simples commencent à prendre forme. Et il y a quelque chose que ces organismes et l'humanité ont en commun. Nous vivons aussi dans un univers qui est en constante expansion. Peut-être que l'univers n'est qu'un gros ballon, créé par une race cosmique qui aime les gros booms. Espérons qu'il n'ait pas envie de le faire éclater. Le ballon s'élève plus haut que jamais dans le ciel, et c'est le moment de la dernière étape. La turbine s'éteint et le ballon est scellé. Les vents du Pacifique poussent le ballon vers l'est. Il survole les mégapoles, les forêts, les canyons, et flotte suffisamment près du sol pour que les gens puissent même monter sur le toit et toucher le ballon avec leurs mains. Certains courageux ou fous s'habillent, s'attachent à un parachute et enfilent des gants d'escalade en caoutchouc. Ils grimpent sur le côté du ballon jusqu'à atteindre le sommet. C'est un trampoline énorme et haut comme le ciel. Lorsqu'ils ont obtenu suffisamment de vues sur Internet, ils courent, sautent et ouvrent leur parachute. Quand il pleut, le ballon dévie toutes les gouttelettes en un énorme jet d'eau. Tu n'as vraiment pas envie de te le prendre en pleine figure. Mais ce n'est pas le pire. Le champ magnétique de la Terre est perturbé. Et le phytoplancton imprimé en 3D ne peut plus produire assez d'oxygène. Les gens ont du mal à respirer. Mais tout le monde est d'accord, ce truc en valait vraiment la peine. Les animaux deviennent fous, et les oiseaux deviennent super confus et commencent à migrer vers des parties différentes du globe. La sphère se détache lentement de l'atmosphère terrestre. Elle est sur le point d'aller dans l'espace. Le direct de la Station spatiale internationale le confirme. Le ballon a la même taille que la Terre. Allons-y, il est temps d'éclater ce truc avant qu'il se mette à jouer une sorte de flipper interplanétaire. L'humanité retient son souffle. Les pingouins de la ville de glace lèvent les yeux au ciel et tombent en arrière de manière incontrôlée. Les gens qui ont décidé de se transformer en requins et autres sortent la tête de l'eau. Tout le monde attend. Pour l'éclater, les scientifiques utilisent un puissant laser. C'est le grand moment. Prenons une seconde. Respirons profondément. Ok, c'est parti. Le laser se met en marche et projette un flux liquide et chaud de particules lumineuses directement sur le ballon. La chaleur est palpable. Le caoutchouc commence à changer de couleur. Il va éclater d'une seconde à l'autre. Attends, ça pourrait mal finir. On s'en fout.
Une énorme quantité d'oxygène fait irruption dans l'atmosphère terrestre. Elle efface les nuages, laissant un ciel bleu parfait. Mais la chose la plus impressionnante est le son. C'est juste que, ce petit bruit quoi, tout le monde s'attendait à une explosion sonore épique. Rien. Peut-être un petit... mais c'est tout. Mais, dit un gars, j'ai préféré le truc du requin. Tu attends ton pain à l'ail qui cuit au four. En regardant les étoiles par la fenêtre de ta cuisine, tu te demandes « Pourrais-tu envoyer du pain à l'ail dans l'espace ?» Et plus important encore, pourrais-tu encore le manger s'il revenait ? Des questions cruciales. Habituellement, quand il s'agit de pain à l'ail, il n'y a qu'une chose dont les gens se soucient. Faut-il ou non mettre du fromage dessus ? Miam ! Ce goût d'ail appétissant combiné au pain croustillant et chaud. Bon, concentrons-nous. Comment allons-nous envoyer ce pain dans l'espace ? Étant donné que la première navette spatiale de la NASA a coûté environ 49 milliards de dollars, ils ne nous permettront sans doute pas d'emprunter un vaisseau spatial pour la journée. Ils doivent avoir des choses plus importantes à faire. Oui, c'est difficile à croire que certaines personnes ne prennent pas le pain à l'ail aussi sérieusement que le reste d'entre nous. Mais ne t'inquiète pas, tout ce dont nous avons besoin, c'est d'un ballon. Non, pas le genre de ballon que tu as l'habitude de voir dans ces fêtes où tu es entouré de pizzas, de hamburgers, de hot dogs et de gâteaux. Je crois que j'ai un problème avec le pain. Quoi qu'il en soit, le type de ballon dont nous avons besoin est un ballon météo. Il est conçu pour atteindre des altitudes élevées jusqu'à 38 km. Il transporte des instruments au-delà de notre atmosphère pour nous renvoyer des informations sur la température, l'humidité, la vitesse du vent et la pression atmosphérique. Un météorologue français a commencé à faire des expériences avec eux en 1896 et son travail a conduit à la découverte de la stratosphère. On peut se demander s'il aurait été fier de son ballon qui fonctionne désormais comme un service de taxi extraterrestre pour notre pain à l'ail. Peut-être pas, mais il serait certainement ravi de savoir que des centaines de personnes dans le monde entier libèrent aujourd'hui ces ballons pour leur propre expérience toutes les 12 heures. La plupart des organisations officielles estiment que l'espace commence officiellement à la ligne Kármán, complètement arbitraire, à 100 km au-dessus de nous. Envoyer du pain en orbite nécessiterait une vitesse de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres à l'heure. Sans notre fusée de la NASA, qui voyage généralement à une vitesse de 27 000 km/h, nous ne pourrons pas conduire le pain aussi haut ou voyager à cette vitesse. Mais notre ballon nous fera quand même faire un tiers du chemin vers l'espace en nous amenant dans la zone connue sous le nom de bord de l'espace. Étant donné que l'atmosphère là-haut est si mince, environ 1% de la pression au niveau du sol, ce n'est vraiment pas un si mauvais substitut de l'espace réel pour ce test. Je n'ai jamais été à l'aise avec le fait d'être à plus de 100 km de mon dîner de toute façon. Alors, tant mieux. Ah, je t'entends déjà crier devant ton ordinateur. Mais de quoi il parle ? J'ai déjà vu des vidéos de pizza envoyées dans l'espace réel en utilisant une méthode similaire. Pourquoi on devrait se contenter du bord de l'espace ? De nombreuses caméras utilisées dans ces vidéos pour documenter le voyage de l'objet utilisent une lentille fish-eye. Cet objectif exagère la courbe de la Terre par rapport à ce à quoi elle ressemble depuis ses hauteurs, donnant l'illusion que la caméra est plus proche de l'espace qu'elle ne l'est. Bon, ce point est réglé, contrairement à la question de savoir ce qui est meilleur entre la pizza et le pain à l'ail. Nous avons donc maintenant notre ballon météo auquel nous avons attaché à contre-cœur notre pain à l'ail. Le moment du décollage est arrivé. Nous lançons le pain à l'ail dans le ciel et essuyons les larmes sur nos joues en le regardant disparaître au-delà des nuages. Comparé à une fusée, le rythme de notre ballon pourrait aussi bien être celui d'une tortue, même s'il se déplace à une vitesse de plus de 300 mètres par minute. Donc, un bon moyen de nous distraire de la tristesse du départ de notre pain est de nous demander ce qui va arriver à notre pain à l'ail pendant son voyage. En 2 heures, notre ballon météo peut s'élever au-dessus des nuages, plus haut que les trajectoires des avions à réaction, en traversant la couche d'ozone dans la stratosphère et en atteignant une altitude de 35 km ou plus. Le ballon supportera des températures aussi froides que moins 90 degrés Celsius, ce qui signifie que nous ferions mieux d'avoir un micro-ondes à portée de main s'il revenait vers nous. Le ballon se dilatera au fur et à mesure de son ascension, passant de 2 mètres à 8 mètres.
car la pression de l'air diminue à mesure que le ballon monte dans l'atmosphère. Ce qui va se passer ensuite serait une expérience vraiment satisfaisante si notre nourriture n'était pas mise en danger. En effet, notre ballon météo va éclater. Et juste comme ça, notre pain à l'ail va entamer sa descente des cieux. Les conditions de vent détermineront à quelle distance du site de lancement le pain atterrira. Mais on peut s'attendre à ce qu'il n'atterrisse pas à plus de 120 km. Comme c'est le cas pour les expériences avec les ballons météorologiques, un parachute est attaché à la cargaison, ce qui permettra d'assurer le retour du pain en toute sécurité et les retrouvailles avec son meilleur ami, mon estomac. Même si c'est lui qui fait actuellement des bruits d'animaux à cause de la faim, ce sont de vrais animaux qui représentent maintenant une menace en tant que prédateurs potentiels pour nous arracher notre dîner. Les ingénieurs ont conçu des emballages pour des exercices comme celui-ci, équipés d'un GPS et d'un servomoteur. Cet emballage se fermera à environ 1000 mètres au-dessus du sol. Il protégera le pain à l'ail des points d'atterrissage indésirables et des diverses mâchoires du règne animal. Ce qui augmentera considérablement la probabilité de pouvoir le manger si nous parvenons à le relocaliser. En réalité, les ballons météorologiques utilisés par des expériences comme celle-ci font plus de dégâts à la faune et à la nature que l'inverse. Les animaux marins comme les tortues confondent souvent les restes des ballons météo dans l'eau avec des méduses et les mangent en pensant qu'ils viennent de gagner un repas facile. Cela est dommageable pour ces animaux, car les composants de ces ballons météo contiennent du caoutchouc et de l'acide de batterie. Des arguments ont été avancés pour dire que les essais de ballons météorologiques sont en fin de compte une forme d'abandon de déchets. Si cette vidéo t'inspire à essayer d'envoyer de la nourriture dans l'espace à l'aide de ballons, garde ceci à l'esprit. La chasse est donc ouverte, pas pour les animaux sauvages, mais pour nous-mêmes. Mais quel est ce dicton ? Échouer à se préparer, c'est se préparer à échouer. Se préparer à se passer de ce fantastique morceau de pain à l'ail que tu viens de lancer au bord de l'espace et que tu es maintenant en route pour récupérer ? Non. Pour nous assurer que nous pourrons retrouver le pain une fois qu'il aura atterri, nous avons attaché des tracteurs radio au ballon avant de le lancer. Ceux-ci envoient un signal avec une position GPS au sol, qui est ensuite affichée sur une carte pour que nous puissions la suivre, ce qui nous donne une bonne idée de l'endroit où le pain à l'ail sera trouvé. Merci la technologie. Et juste comme ça, voilà, le moment est arrivé. Nous avons retrouvé notre pain à l'ail intact. Et après quelques câlins passionnés et caresses affectueuses, nous sommes prêts à en prendre une bouchée. Alors, l'attente en valait-elle la peine ? Quel est son goût ? Et peux-tu le manger ? Oui, tu peux. Mais qu'en est-il du goût ? Pas très bon en fait, car comme nous l'avions mentionné plus tôt, nous avons oublié le micro-ondes. Le pain a été congelé par les températures extrêmes qu'il a rencontrées pendant son voyage. Donc, il est tout congelé à l'intérieur. Mais avant même de pouvoir le découvrir, nous remarquons que lorsque nous voulons mordre un morceau de pain, il ne se coupe pas comme d'habitude. Au contraire, il se brise comme si nous venions de casser un morceau d'une brindille. Nous pouvons même entendre un bruit de craquement. Le pain chaud et moelleux n'est plus. Il vaudrait mieux que tu gardes ça pour le dessert, au cas où tu manquerais de crème glacée. En y réfléchissant bien, jetons-le à la poubelle. Quoi qu'il en soit, c'était plutôt sympa de pouvoir envoyer ce pain à l'ail au bord de l'espace et de pouvoir quand même finir par le manger, non ? Avant de m'évanouir d'inanition, je vais aller au magasin pour en acheter d'autres, que je n'enverrai certainement pas dans l'espace. Pourquoi ne pas nous dire dans les commentaires s'il y a des aliments que tu aimerais envoyer dans l'espace pour les pimenter un peu avant de les manger ? Voyage vers le futur. Eh oui, les humains ont réussi à coloniser Mars et la Lune. La faim a été vaincue et nos problèmes de surpopulation ont été résolus. Bientôt, notre planète, nos planètes, vont devoir faire face à une nouvelle menace. La Lune aussi. Les chercheurs ont découvert que dans 150 ans, le Soleil allait exploser et détruire tout notre système solaire. Zut alors! On a assez de temps pour construire une flotte d'énormes vaisseaux spatiaux et évacuer tout le monde. Mais les sauts dans l'hyperespace, ça, on ne sait pas faire. Ça fait longtemps qu'on n'a plus cherché de potentielles planètes vivables et la plus proche se trouve à plusieurs millions d'années de voyage. Pas le choix. Toute l'humanité est embarquée sur d'immenses vaisseaux et l'interminable voyage commence. Plusieurs dizaines d'années passent. On quitte le système solaire et on assiste à l'explosion du Soleil. Il n'y a plus de lumière, juste quelques petites étoiles au loin.
du noir à l'infini tout autour. Tous les vaisseaux sont en pilote automatique et rien ne peut dévier leur trajectoire. Même si tout le monde à bord disparaît, le vaisseau arriverait quand même à destination. D'un côté, c'est positif parce que les humains pourront survivre pendant encore des millions d'années. De l'autre, après tout ce temps passé dans l'espace, ils seront totalement différents. Les passagers des vaisseaux qui arriveront sur la nouvelle planète seront devenus des biomasses palpitantes informes placées dans des exosquelettes en métal. Voilà pourquoi. Dans l'espace, les os et les muscles deviennent plus fragiles. Il n'y a pas de gravité et donc aucune pression n'est exercée sur le corps, ce qui l'empêche de fonctionner correctement. Les astronautes de l'ISS font d'ailleurs énormément d'exercices pour ne pas perdre leurs muscles. Revenons à notre histoire. Il y a des salles de sport et des machines qui simulent la gravité sur chaque vaisseau. Pour faire des économies d'énergie, elles ne sont mises en marche que quelques heures par jour. Malheureusement, faire du sport n'est pas suffisant. Au bout de 100 ans, les os deviennent si friables que n'importe quel mouvement, même peu intense, peut provoquer des blessures. Encore 100 ans, et on ne peut plus tenir debout. Mais ce n'est pas seulement à cause des os fragiles. Après toutes ces années en apesanteur, le corps humain a déjà beaucoup changé. Un des gros problèmes, c'est que les passagers perdent le sens de l'équilibre. Quand ils essaient de se lever, ils tombent. Les capitaines des vaisseaux ont démantelé les machines à gravité, elles ne marchaient pas de toute façon. Petit à petit, tout le matériel de sport a été récupéré et transformé en pièces de rechange pour le vaisseau. Le manque de gravité n'a pas seulement affaibli les passagers, il les a aussi rendus plus grands. La colonne vertébrale a besoin de gravité pour rester stable. Sans gravité, les disques vertébraux se sont écartés. Les humains commencent à ressembler à des jouets gonflables. On distribue à tous les passagers des bras et des jambes mécaniques. On les enfile et c'est parti. Bidouiller le moteur, nettoyer les chambres, évacuer les ordures dans l'espace, soulever un objet, tout ça est impossible sans les bras et les jambes mécaniques. Plus le temps passe, plus les passagers deviennent impuissants. Par chance, les combinaisons mécaniques deviennent de plus en plus performantes. Depuis l'explosion du Soleil, la vue des humains a pris un sacré coup. Dans les vaisseaux, une lumière artificielle qui répand de la vitamine D remplace la lumière du Soleil. Le manque général de lumière fait dilater les pupilles des passagers. Au bout de quelques centaines d'années, leur vue commence vraiment à baisser. Mais ce problème est résolu grâce à la technologie. Des lentilles artificielles qui accentuent la lumière les empêchent de devenir complètement aveugles. Les vaisseaux sont désinfectés chaque jour pour empêcher la multiplication de bactéries et de microbes. Ça signifie aussi que le système immunitaire de l'être humain n'a plus aucune maladie à contrer. Très vite, il ne sera plus capable de se protéger et un simple rhume pourrait lui être fatal. Pour l'instant, aucun germe détecté à bord. Mais que va-t-il se passer en chemin ? Sur le vaisseau, il y a des millions de plantes qui poussent dans des serres spéciales grâce à de l'eau et de la lumière ultraviolette. Les plantes produisent de l'oxygène qui est distribué dans tout le vaisseau. Bien évidemment, ce n'est pas assez pour des millions de personnes, mais ça reste un petit souvenir. À force de vivre sur des vaisseaux spatiaux, les passagers se sont adaptés et ont presque arrêté de respirer. Les poumons ont pratiquement disparu et les êtres humains trouvent d'autres façons d'assimiler l'oxygène, par l'eau, par des réservoirs d'oxygène liquide. L'espèce se transforme totalement. Mais tout n'est pas négatif. L'ingénierie génétique fait d'énormes progrès tous les ans. De vraies combinaisons de survie sont créées. Elles donnent de la force et de la vitesse, permettent de bouger, de voir, d'entendre et même de parler. Les voix des passagers sont devenues si faibles qu'ils ne peuvent plus que chuchoter. Heureusement, dans les combinaisons, il y a un micro et des amplis. La nourriture est finie. Il n'y a plus que des liquides spéciaux. De toute façon, l'estomac humain ne peut plus rien digérer après toutes ces années dans l'espace. Un petit goûter pour la route ? Hors de question. Au début, il y avait plusieurs types de nourriture de l'espace. Mais au fur et à mesure, les passagers ont oublié le goût des choses. Ils ont arrêté d'aromatiser les liquides et les papilles gustatives ont cessé de fonctionner. Ils ont perdu le sens du goût. Pour certains, cette vie est insupportable. Mais ils ont toujours le choix. Ils peuvent s'enfermer dans une capsule de cryogénisation
pendant des millions d'années. Il suffit de se faire décongeler à l'arrivée. Mais c'est très risqué de rester congelé aussi longtemps. Il est possible qu'un météore heurte le vaisseau, ou pire. Les passagers tentent une autre approche. Ils téléchargent leur conscience sur un ordinateur. C'est plus sûr et ça demande moins d'énergie. Comme ça, quand on se réveille, il suffit de déplacer les données de sa conscience dans une nouvelle combinaison humaine modifiée. Certaines personnes décident de rester éveillées et de mener une vie normale. Des milliers d'années passent, puis des millions. Les humains sont vraiment différents maintenant. Tous leurs membres sont artificiels et leur exosquelette est contrôlé par la pensée. Avec le temps, les bras, le cou, les jambes et les colonnes vertébrales sont devenus de plus en plus petits. Les os s'effritent et finissent par se dissoudre. Les yeux, les nez et les bouches disparaissent. Le cerveau n'est plus protégé par le crâne, il est juste entouré de peau. Il ne reste plus que la pensée. Les humains sont désormais de puissants robots ultra performants, commandés par un petit sac palpitant rempli de cervelle. Ça fait plusieurs millions d'années que les humains ont quitté la Terre. Tous les passagers ont oublié que leur espèce est née sur une planète où il y avait de la gravité. L'histoire de la vie sur Terre est devenue un mythe, une légende. La plupart des humains à bord pensent que les vaisseaux sont leur seul lieu de vie possible et qu'ils n'ont jamais vécu autre part. C'est pour ça que lorsque les humains arrivent enfin à destination, personne n'a vraiment envie de débarquer ni d'explorer. La vie sur une nouvelle planète inconnue, pas très pratique avec ses costumes de l'espace. La gravité, l'air, les bactéries, les germes, ça va prendre plusieurs milliards d'années pour que l'humanité évolue et s'habitue à ces nouvelles conditions. Heureusement, il y a la technologie. À ce stade, tous les humains sont téléchargés dans de nouvelles combinaisons robots. Les passagers peuvent choisir, ils peuvent débarquer et faire de cette planète leur nouvelle maison, ou rester là et vivre à bord du vaisseau. Ceux qui choisissent de ne pas débarquer partent explorer les méandres de l'espace, à la recherche de nouveaux mondes. Les autres doivent s'adapter aux nouvelles conditions de vie. C'est très différent de la vie sur Terre. Il y a une différente densité de l'air, des conditions météo différentes et de nouveaux éléments chimiques étranges. Ça va prendre des millions d'années pour que ces robots cerveaux se retransforment. Un jour, les descendants de ces humains voudront connaître leurs origines. Ils construiront un vaisseau qui leur permettra de voyager dans l'espace-temps. Leur recherche les conduira à la Terre de maintenant. Ça peut sembler fou, mais imagine que demain, quelqu'un atterrisse dans ton jardin et que ce soit l'un de tes descendants, venus du futur. Les passagers qui seront restés à bord des vaisseaux trouveront peut-être de nouvelles planètes sur lesquelles ils décideront de vivre. Leurs corps aussi s'adapteront et se transformeront. Dans des millions d'années donc, l'univers sera habité par d'étonnantes créatures qui auront toutes une chose en commun. À l'origine, toutes étaient des humains. À l'origine.